OK, c'est parti. J'aimerais dire, on est à Tiohtià:ke-Î-Mougny à Montréal, lieu de rencontre entre les peuples, entre les personnes. On est très fiers de pouvoir présenter notre conversation, mais que c'est aussi une conversation avec vous. On va vous relancer à certains moments pendant la présentation. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 4 bonheurs, 4 joies à célébrer. D'abord le soleil, la douceur de la température, le printemps qui s'en vient. La relance du programme ici, donc je veux dire, je suis très fière de pouvoir participer comme personne qui intervient aujourd'hui. La chance de partager mon travail de chaire que j'ai pas vraiment fait encore au sein de mon école et à l'UQAM. Je l'ai fait bien sûr dans les espaces publics, mais pas d'une manière aussi déterminée. Et aussi la chance de faire cette activité en binôme avec Christophe, que je connais depuis au moins 10 ans, je pense. 15. Et alors, on se rend compte qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à l'avenir, mais qu'aujourd'hui, suite à cette longue relation, on se retrouve devant vous pour pouvoir partager nos intérêts. Alors, merci beaucoup. Oui, merci. J'aimerais aussi exprimer mes merci surtout aussi à toi, Gisèle, pour être une compagnante, une complice pendant ces années, mais aussi ici à UQAM, puis aussi Julie et Kim pour organiser le programme, puis pour me demander de présenter avec toi, et aussi à l'école, parce que j'étais accueillie d'une manière que je ne connaissais pas avant. Alors, c'est vraiment très, très plaisant, ça. Puis... juste quelques mots. Est-ce que ça va avec le son? Oui, c'est un peu de feedback, là, mais ça vous va, ça ne dérange pas. Éloigné. Puis, oui, je suis ici avec une proposition de repenser la théorie dans le contexte de l'enseignement de l'art. Puis, comment on peut penser la recherche-création comme une intervention institutionnelle au lieu de juste faire la recherche comme artiste. Puis ça s'est déroulé extrêmement bien jusqu'aux dates à travers le séminaire que j'avais le plaisir d'enseigner, mais aussi avec les collègues. Puis mon souhait, c'est vraiment d'explorer le mode de la participation à travers les pratiques collectives et médiatiques avec les étudiantes, avec les collègues, et aussi comment on peut penser l'école comme un terrain de recherche, un mode de co-création, puis redonner une idée de la théorie comme pratique artistique. Puis je crois qu'on va juste continuer ça avec notre présentation aujourd'hui. Puis on vous invite aussi de poser des questions. Alors on a laissé l'espace pour avoir une conversation avec vous, pas juste entre nous. Oui. Alors, ce que je présente en ce moment à l'écran, c'est un peu la manière de procéder aujourd'hui. Donc, on a choisi des mots, des thématiques qu'on a mis ensemble. Donc, mouvement, mobilité, médias, médiation. Et à chaque fois, dans les 4 projets qu'on va discuter, on va justement caractériser le milieu. On va parler qu'est-ce qui a été activé par ce milieu particulier. Et ensuite, on va s'engager sur une discussion sur les sens, les sensibilités et la production de sens en lien avec la recherche-création. Alors, voici juste une manière de procéder. Alors, on s'en va. Alors, c'est un peu dense, mais inquiétez-vous pas, on ne va pas nécessairement traiter de chaque point, mais ça permet quand même par cette approche diagrammatique qu'on utilise aujourd'hui, c'est de continuer à activer les projets. Donc, c'est une fois qu'un projet est terminé, on pense que c'est terminé, mais en réalité, il y a des relais constamment dans le présent et pour l'avenir. Alors, on va commencer, si tu veux commencer, Christophe. Oui, tu peux aller oui, là. oui. Oui, OK. On a pensé, on parle chacun d'un projet de nous qui on a réalisé ou de participer en dedans. Puis moi, j'aimerais commencer avec ce que je développais à travers les derniers ans avant de retourner dans une école de beaux-arts ou de l'art médiatique et visuel parce que j'étais fatigué du monde de l'art, du contexte artistique institutionnalisé. Mais je me demandais, OK, la création, ça se passe aussi dans les autres lieux assez politisés. Puis, ils ont besoin d'un certain sens et compréhension et stratégie esthétique pour réussir. Puis, j'ai participé à Hambourg pendant la période du sommet du G20 en 2017 à un effort collectif qui s'appelait FCMC,
C'était le Centre médiatique alternatif qui était réalisé par de plusieurs groupes activistes artistiques à Hambourg pendant ces jours-là. Est-ce que tu peux aller là? Oui. Puis c'était vraiment en lien avec ce qu'on appelle indie media ou les médias alternatifs qui, au début des années ou à la fin des années 90, début des années 2000, c'était comme la manière de donner à travers les médias sociaux ou à l'époque plus des médias numériques, l'Internet, le Web 2.0 et tout ça, une perspective alternative sur ce qui se passe dans ces processus de manifestation, de proteste. Puis c'était très intéressant parce que c'est comme le centre médiatique était une manière de contester les narratives de ce qu'on peut appeler une politique préemptive. Les politiques préemptives, ça veut dire on travaille sur le champ, comment les choses vont se communiquer avant les choses qui se passent. Puis j'ai choisi 2 images ici. Un, c'est en mars 2017, une image qui est prise du G20, où c'était le G20 en 2010 à Toronto, pour mettre une image déjà sur place de qu'est-ce que va se passer à Hambourg, pour faire une image de la violence ou qu'on appelle riot porn. Puis en bas, on voit une image actuelle sur le G20 à Hambourg en 2017. Puis maintenant, si on fait la recherche avec Google ou n'importe quoi visuel, on trouve toujours des images de la violence, pas des images d'une proteste créative. Puis nous avons fait un effort collectif de donner un lieu pour engager une autre perspective sur le proteste, sur les mouvements sociaux qui sont engagés pour contester certains effets de la mondialisation, du capitalisme. Puis on peut descendre, puis zoom out. Oui. Alors, je dois aller là. Oui. Ce qu'on a appelé le FCMC, puis le FC, ça a changé toujours. On peut voir ici Free Criticism Media Center, mais ça peut être autre chose. On a pris un grand espace dans le stade du club soccer San Pauli, qui est reconnu pour sa politique un peu plus gauche, au centre de Hambourg, pour permettre la diffusion d'une autre version du G20, mais aussi donner un lieu aux journalistes, aux activistes, aux militants qui n'ont pas accès au propre centre de presse au G20. Puis maintenant, tu peux descendre. Oui. Alors, on a cherché des moyens d'activer cette autre image, cette autre esthétique. Puis ce qui m'intéresse beaucoup, c'était pas juste par une certaine créativité qui se bouleverse autour de processus activistes, mais c'était aussi l'implication de l'École des arts autour de Hambourg ou à Hambourg qui a contribué matériellement. Alors, certaines personnes ont eu des postes ou ont des postes dans l'École des beaux-arts, puis une partie de notre équipement pour faire ça venait de l'école comme prête pour des projets artistiques. Alors, puis c'est aussi le Chaos Computer Club qui a envoyé tout un camion de Berlin à Hambourg pour faire cette grande construction médiatique pour permettre la diffusion, l'enregistrement, mais aussi un certain safe space dans le milieu d'une situation assez violente. On doit imaginer 24 heures pendant 6 jours, on entendait toujours des hélicoptères, toujours. Il y avait la police partout. Il y avait une tension immense dans la ville. Donald Trump, Poutine, tout le monde était là. Alors, c'était quand même, on était at the heart of the storm, je ne sais pas. Puis, pour moi, cet effort collectif pour activer une autre esthétique, puis je montre ainsi une sélection des images, c'était extrêmement important parce qu'on n'a pas choisi de donner juste le contre-information. C'est une manière classique de médias alternatifs, mais
activer le sensible autrement. Puis, pour moi, c'est un aspect qui est toujours sous-valorisé dans les protestes, dans les manifestations. C'est la créativité qui est mise en dedans. Puis c'est certainement une grande partie de cette créativité vient de personnes artistiques qui sont des artistes et des militantes ou activistes. Puis à travers de ça, j'ai développé les deux concepts Activist Sense et Coming Collective. Alors, comment on peut activer le sens et la sensibilité, comment on peut resensibiliser le monde à travers des faits esthétiques, médiatiques, pour ouvrir une autre prise de sens d'un processus politique. Alors, ça, c'est vraiment pour moi aussi la question qui m'amène au troisième point, la recherche-création. Pour moi, la recherche-création se passe là-bas. Ça se passe pas toujours dans les universités ou des écoles des arts, mais dans ce processus aussi de trouver des moyens d'activer avec des moyens esthétiques. Puis comme ça, de faire une politique du sensible et une politique esthétique qui est capable de résister aussi le grand boîte médiatique, la communication mainstream ou le encadrement des médias sociaux. Alors, ça, c'est pour moi à la base ce que je veux dire sur ce projet-là. Puis je prendrai bien de questions plus tard si vous voulez avoir plus de détails. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une brève présentation, puis on prendrait une question, un commentaire de l'auditoire, si vous avez envie de le partager. Alors, si je pense au projet de la chaire, qui est un grand projet que je mène depuis 2020, donc démarré en pleine pandémie. Hein, on est au 5e anniversaire là, de la pandémie. Alors, quelles étaient les conditions de production dans cette période-là? Le grand projet de la chaire était le principe là était d'amener la recherche scientifique à propos des changements climatiques qui traitent les effets des changements climatiques dans la forêt. Et j'ai travaillé avec les scientifiques de Smart Forests Canada et du DOT Lab de l'Université TÉLUQ, justement pour savoir comment travaillent les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font. On entend beaucoup parler de comment les scientifiques, on a besoin de les écouter, mais est-ce qu'on sait comment ils font leur travail? Alors, mon travail en tant que AE-Lab, qui est mon nom d'artiste, c'est le documentaire expérimental. Alors, on va sur les terrains, on est avec les différents intervenants, acteurs, actants, et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils font, et évidemment de l'amener ensuite dans une expression artistique et dans l'espace public. Dans ce grand projet, la première année, on l'a fait une installation au Jardin botanique de Montréal. Encore une fois, en pleine pandémie, c'est 2021, et le jardin est considéré comme un musée, puisque c'est un musée de la nature. Alors, était absolument affecté par toutes les conditions pandémiques de l'époque, qui pouvait accéder à un terrain à l'extérieur. Il y avait beaucoup d'interdictions, mais on a quand même réussi à le faire. Et puis, le projet, à ce moment-là, traitait ce premier projet qui s'appelle Bois, eau, métal, des données écophysiologiques de 3 arbres. Donc, on s'est concentré sur ce que le scientifique nous donne. C'est un fichier Excel qui est vraiment, en fait, super intéressant à regarder. Si on veut prendre le temps de le regarder, alors on a cet effet d'accumulation, de compilation, de captation. On peut comprendre la technologie dans un sens occidental, que c'est la capture, c'est la dominance, mais en même temps, ça peut être aussi un contact avec d'autres réalités qui seraient inaccessibles grâce à l'instrumentation, seraient inaccessibles à l'espèce humaine. Alors, on joue sur ces plans-là, mais ce qu'on se rend compte en regardant les chiffres, c'est que, en fait, l'arbre change tout le temps, mais à des échelles qui sont tellement minimes qu'on a, encore une fois, besoin de certaines technologies pour être capable de contacter avec les siennes. Alors, moi, j'appelle l'arbre une technologie, mais on pourrait parler de ça plus tard, si vous voulez. Alors, on a travaillé de ces données écophysiologiques des 3 arbres, comment amener leur expression en tant qu'œuvre artistique dans l'espace public. Et voici un peu à quoi ça ressemblait une fois qu'on était au jardin. Alors,
chaque fois, on travaille avec le lieu, avec ses conditions propres. Donc, on était à l'arboretum du jardin botanique, donc le côté nord du jardin, où très peu de gens vont. En fait, tout le temps, les gens sont dans le côté les fleurs, tout ce qui est l'aspect très, très frénétique là, de la rue Sherbrooke. Mais le nord a vraiment un autre caractère. Et c'est aussi dans la zone où on était, c'était avec les conifères. Alors, les conifères sont parmi les arbres les plus anciens de la Terre, des millions d'années. Mais ce qui est fascinant, encore une fois, ici, c'est que cette zone du jardin est bâtie sur une ancienne carrière et ensuite un site d'enfouissement et maintenant un magnifique jardin botanique. Alors, on sous-estime pas toujours, en fait, on sous-estime souvent quelles sont les strates qui accompagnent la production d'une œuvre en tenant compte de ces différents éléments. Alors, l'important ici, c'était de travailler avec des structures d'échafaudage qui permettaient une architecture entièrement ouverte où on voyait tous les fils, on voyait tous les équipements. On était dans l'installation, dans le lieu lui-même. Alors, dans ce cas-ci, j'ai travaillé sur une anamorphose. Donc, une grande image était dépliée sur plusieurs facettes là, des 3 pavillons. Les gens pouvaient aller s'asseoir dans les pavillons, pouvaient se coucher, il y avait 3 systèmes sonores qui étaient dans les 3. Mais ce qui est fascinant, ce qui se passe en faisant le travail dehors, c'est que tout d'un coup, tout ce qu'on cherche à faire dans une galerie qui est de restreindre l'extérieur, là, tout l'extérieur intervient et participe de l'œuvre. Alors, autant des chants de corbeaux, le déplacement des renards, les moufettes, tout ça fait partie du travail. Et puis, pour moi, c'était très important ça parce que, d'abord, on traite des arbres dans leur captation de données dans une autre temporalité, mais on est avec les arbres dans leur temporalité et notre temporalité qui devient expansive. Alors, c'était vraiment très intéressant. Et alors, je considère que médiation, on a toujours tendance à dire médiation, c'est quelque chose qui vient expliquer le travail, mais en réalité, la médiation, c'est la rencontre entre multiples acteurs et je considère que l'arbre est un média, tout comme les données enregistrées avec les instrumentations, c'est aussi un média. Alors, on élargit la notion de média et de médiation de cette façon-là. Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sommairement avec ça? C'est que on a toutes ces manières de penser la notion de smart technologies, smart cities. C'est un grand lien, je trouve, avec ce qui est le G20, parce que toutes ces technologies-là ont été évidemment implantées pour la surveillance. Dans le cadre d'une recherche scientifique, il y a plusieurs phénomènes qui sont en jeu, parce que les scientifiques, ils peuvent pas aller tout le temps sur les terrains. C'est quand même très exigeant de le faire. Et alors, la notion de smart ici veut dire quelque chose de connecté, interconnecté. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qui est smart? Qu'est-ce qui est intelligent ici? Et foncièrement, pour moi, c'est une notion de, en fait, je dirais natura naturans, l'intelligence et la nature elle-même. OK? Alors, je sais, c'est un grand mot, dire nature, mais je considère que autant que l'arbre est une technologie, que nous, en tant qu'humains, nous fabriquons des technologies, mais tout ça m'a permis d'engager la recherche-création avec des champs complètement différents, en sciences forestières, en développant une autre façon de considérer ce cheminement entre nature, humain et technologie comme étant des multiples expressions pas de la même chose, mais d'une situation qui se déplie autrement. C'est peut-être ça que j'ai à dire pour l'instant. Oui, super. Est-ce qu'on pose des questions? Oui. On pourrait prendre un commentaire, question, si ça vous tente. Moi, avec le contexte actuel, on voit qu'il y a comme des renversements de ce qui est considéré comme l'establishment puis qu'est-ce qui est révolutionnaire. Aujourd'hui, les révolutionnaires, ce sont des milliardaires et des gens qui violentent la structure établie, un peu comme les anarchistes l'ont fait à une époque. Donc, on a une inversion des stratégies perturbantes qui passent d'un côté à l'autre du spectre politique. Je ne sais pas, peut-être plus pour toi, Christophe,
est-ce que c'est encore légitime de faire des manifestations si ces manifestations-là sont portées par des discours qui sont rétrogrades? Oui, merci, Jean. Ça amène la question aussi qui traverse nos deux travails ou nos deux blocs. Finalement, c'est aussi, c'est quoi l'espace public? Qui prend la parole dans l'espace public, qui occupe des espaces publics, puis comment le public est constitué. Puis pour moi, la question de Activist Sense, c'est vraiment de mettre un concept en place qui peut permettre de penser une différence cruciale qui est apportée par la collectivité, par un sens social de support mutuel, parce que les logiques que tu mentionnes, la logique disruptive qui est amenée par le ultra-riche et le pouvoir technologique, c'est une logique qui individualise, qui est basée sur l'individu isolé, qui se met en relation avec les autres. Puis ce pratique, puis son esthétique, que j'aimerais explorer un peu plus à travers de ces expériences, c'est une esthétique qui se développe à travers d'un sens collectif, qui n'est pas une collectivité, qui c'est juste une masse d'individus ensemble, mais qui donne un sens d'être ensemble à cause de l'expérience partagée, par exemple. Alors, les questions de participation et du partage, du sensible, sont des manières de dire, oui, il y a un autre sens possible. Ça, c'est la proposition en dedans, oui. Moi, j'ajouterais que la recherche-création, telle qu'elle est nommée maintenant dans les institutions, pourrait s'enclencher dans quelque chose de peut-être sclérosé, parce que une fois que ça atteint un certain niveau de reconnaissance, on dirait qu'on le remet plus en question. Et je dois dire, dans le cas de la chaire, une chaire, son objectif, en fait, c'est de contribuer à des formations qui sont hors cursus pour les étudiants. Alors, j'ai la chance de travailler avec des personnes formidables, dont certaines sont ici aujourd'hui, pour dire que qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment allons-nous créer quelque chose de différent et qui est bien sûr soutenu par l'institution parce que ça vient avec un financement, mais le fait, c'est en réalité, c'est de se mettre en péril dans des situations qu'on ne connaît pas et d'apprendre de ces situations-là. Et alors, je crois que grâce à la Chaire, que c'est un programme de 5 ans, on a réussi à vraiment devenir amis avec les scientifiques. On était une équipe qui s'est relancée. Mais tout ça, à chaque fois, il fallait se remettre en question énormément parce que 4 installations en 4 ans dans 4 lieux différents, ben tu peux rien tenir pour acquis. Alors, est-ce que la recherche-création pourrait se renouveler de cette façon-là? Je dirais oui. Et pas dire que c'est une pratique de professionnalisation ou quelque chose comme ça. Ça m'inquiète énormément. OK, on continue. OK. Alors, je vais réduire. On a aussi plus de temps pour discuter oui. après. On vous donne un peu de la nourriture, puis après... Oui, c'est l'heure du midi quand même, il faut manger un peu. OK, alors ici, on commence... où est-ce qu'on commence? En haut, ici. Oui, OK. Je vais vous présenter brièvement un projet que j'ai réalisé avec l'artiste Amélie Brisson-Darvaux à Zurich, à l'École de Beaux-Arts à Zurich, qui s'appelle Texturing Space. Vous voyez maintenant en circulation le résultat final, mais c'est un processus qui revient parce qu'Amélie, elle est au doctorat ici à UQAM, puis son travail dirigé par Gisèle est aussi ancré sur les questions, c'est quoi la texture. Mais à l'époque, c'était un séminaire, aussi une excursion, puis finalement un livre basé sur la recherche. Comment on peut, c'est plus ici. Oui. Comment on peut investiguer l'espace public avec un laboratoire mobile. Puis ça nous a amené aux recherches recherche visuelle. Ça concerne plus, c'est l'image ici, de confectionner un laboratoire qui n'est pas lisible comme un laboratoire en soi, mais comme une
objet étrange dans l'espace public qui est modulaire. Puis ici, en haut à gauche, vous voyez le lab dans un des modes de se déplier. Alors, c'est basé sur un bike trailer. Puis, il y a différents modules qui se défait en banc. On peut déplier des tables. On peut aussi stocker des choses en dedans, des matériaux en dedans. Puis, la troisième idée, c'était pas juste de faire une intervention dans l'espace public et d'amener des matériaux, mais de aussi, plus bas, de devenir archive. Mais ici, l'image que vous voyez, c'est une des expérimentations dans l'espace public à Zurich. Puis finalement, si on va retour en haut à gauche, oui. une autre image, c'est ici, avec les ballons. Alors, on a cherché des interventions publiques d'une manière subtile, toujours en travaillant avec des étudiants à la maîtrise de la recherche transdisciplinaire à Zurich, un programme extraordinaire. Puis finalement, on a eu la chance d'amener ces projets en contexte transculturel. Puis j'aimerais quand même bien de discuter les mots transculturels qui je trouve problématiques. Mais Zurich, l'université de Beaux-Arts, Zurich, c'est pas de Beaux-Arts, c'est l'université de l'art, Zurich, à l'époque, voulait mettre un pied à terre en Asie. Alors, la stratégie était, parce que c'est la Suisse, on a l'argent, de louer un espace à Hong Kong, un espace galerie que vous voyez ici, ça s'appelait Connecting Space, ou Connecting Spaces. Puis, parce que c'est aussi une école suisse, on a amené tous les étudiants pour 10 jours pour expérimenter à Hong Kong. Puis maintenant, est-ce que tu peux zoom out? Oui. Oui, là. Puis on a travaillé avec une équipe à Hong Kong qui était des social designers qui étaient commissionnés pour trouver une solution au food waste. Déchets alimentaires. Déchets alimentaires Résidus. dans le grand marché de l'alimentation à Hong Kong Island. Puis, ils ont cherché une manière de travailler avec les travailleurs sur place qui restent normalement pendant la journée là-bas parce que le travail se fait pendant la nuit, mais ils habitent trop loin pour faire le trajet. Puis pendant le jour, ils jouent Mahjong. Aussi, ils jouent Mahjong avec un certain montant d'argent investi en dedans, alors ils ne voulaient pas qu'on les dérange parce que c'est illégal. Puis je veux juste faire cette anecdote pour retourner finalement, parce que ça concerne la question de l'activation. Une des étudiantes, Diana, qu'on peut voir ici à gauche, elle est passée à un magasin de jeux, puis elle a acheté plein de jeux, de cartes et tout ça à Hong Kong. Puis on a mis la table, on a mis le lab en mode de table de jeu. Puis on a commencé de jouer des jeux. Puis après 3 minutes, on a eu une conversation avec du monde de marché autour de ces jeux. Puis on a passé 2-3 heures de jouer ensemble, d'expliquer des jeux locaux, des jeux de la Suisse. Puis ouais, le social designer était un peu comme, OK, apparemment, on a besoin des artistes qui ont des idées un peu fous, puis on arrive au résultat où on ouvre une possibilité. Je ne veux pas juste raconter ça comme une histoire de succès, mais aussi comme quelque chose que peut-être un objet étrange comme une boîte de boîtes permet à ouvrir. Puis comment l'idée modulaire peut se transformer dépendant du lieu où on se trouve. Puis maintenant, j'aimerais comme retourner et puis rapetisser, non, plus vers la droite. Oui. Alors, on a exploré des différentes manières comment on peut texturer avec le lab, parce qu'on était très clair que chaque fois qu'on rentre un espace, chaque fois qu'on met quelque chose en place, on se déplace, on change le milieu. On change l'écologie des relations en place, mais on est aussi déjà dans un espace texturé, plein de textures. Puis pour nous, texture, c'était une manière de penser les relations entre le social, le matériel et la politique ou les enjeux politiques.
Puis on a expérimenté aussi dans l'espace de la galerie. On peut voir ici, en mode de performance, où on a ouvert avec le lab en avant la porte de la galerie pour permettre des différents micro-expérimentations, comment on peut activer, puis comment on peut faire du sens à travers ça. Je crois, c'est juste un dernier mot sur le... Oui. Alors, pour moi, maintenant, on appelait ça une pensée diagrammatique, ça c'est le diagramme, puis vous pouvez voir dans le livre qu'on a essayé de mettre ce genre de pensée en diagramme dans le livre en soi-même. Alors, c'était aussi une question, comment on peut mettre un processus de recherche-création collective à travers les différents territoires dans un contexte qui devient transportable grâce à un livre, puis aussi préservé d'une certaine manière. Mais la question principale qui j'aimerais discuter aussi avec toi et avec vous, c'est comment on peut nourrir la pédagogie de l'imprévu comme un aspect crucial de la recherche-création, puis qu'est-ce qu'on fait avec la recherche-création en contexte transculturel. Alors ici, je crois on touche aussi la question délicate. Est-ce qu'il y a besoin de décoloniser la recherche-création en soi comme idée, comme concept, comme pratique institutionnelle? OK, c'est mon tour. Mon tour de parler de la recherche-création. Oui, je vais revenir sur le diagramme. Alors, donc on était... OK. Je vais commencer avec ça. Donc, on avait fait notre première installation au Jardin botanique. On était dans notre deuxième année. On le faisait au Cœur des sciences, ici à l'UQAM. On a travaillé une autre architecture complètement, donc en parlant de caractériser le lieu. C'est le jardin du Cœur des sciences, donc il y a déjà des jardins communautaires qui sont là, une architecture paysagère qui a été faite par Claude Cormier. Le lieu est magnifique, c'est comme un oasis au centre-ville. Beaucoup de gens ne le savent pas que c'est là, c'est juste derrière le quartier des spectacles, qui est le brouhaha constamment. Alors, quand on va là, c'est vraiment extraordinaire. C'est aussi le lieu où est Hexagramme et aussi le Centre d'études de la forêt, qui est dans le pavillon des sciences biologiques. Alors, cette année-là, on a traité de la force du bouleau jaune dans des approches phénologiques que les scientifiques appellent l'analyse des saisons dans la vie d'un arbre. Donc, ils cherchent à regarder qu'est-ce qui se passe au printemps, à quelle date que ça se produit, ce qu'ils appellent le débourrement, un très beau mot encore, comment la feuille ouvre, à quel moment, et ensuite la sénescence à l'automne. Donc, des mots magnifiques qui accompagnent le mouvement des saisons. Et on voit ici que les scientifiques placent des caméras sur les arbres. Alors, moi, j'ai adoré ça parce que c'était toute une série de time-lapse, de chronophotographie de cet arbre, ce bouleau jaune-là, qui m'a beaucoup interpellée par sa forme déjà, par sa forme en spirale, donc qui pourrait faire état d'un manque d'eau, parce que dès que l'arbre est torturé comme ça peut dire beaucoup de choses. Mais aussi ce plan majestueux en contre-plongée qui nous a mis dans cette temporalité de l'arbre. Et alors, on a travaillé sur des séquences de prise de vue qui étaient données par les scientifiques. Alors, on voit toute la saison de mai à octobre de cet arbre et cette transformation qui se produit. Une chose qui était fascinante, c'est que les scientifiques, c'est des caméras de chasse, mais ils ont mis les caméras à l'envers, alors qui regardent vers le haut, mais alors les caméras accumulaient toutes les choses qui se passaient dans l'environnement, les feuilles, les insectes, la pluie, mais c'était génial. Eux étaient pas contents de ça, mais en réalité, moi, ça m'a dit, l'appareil, on peut pas séparer l'arbre de son milieu, et l'appareil a fait vraiment état de ça, de tous ces mouvements qui se passent. Alors, on était dans une autre dynamique complètement ici avec la présentation. Des écrans étaient 12 pieds de haut. On travaillait sur la fracture. On travaillait encore une fois sur la visualisation de données qui venaient de cet arbre-là.
est dans ce lieu qui est un lieu magnifique là, pour les sciences. Alors, encore une fois, il y a cette condition qui vient avec le vent, la pluie, la sécheresse. On s'est mis en situation beaucoup avec les installations. C'était la volonté de le faire. Mais évidemment aussi beaucoup de bruit de la ville. Alors, on n'est pas dans quelque chose d'hermétique, de fermé, c'est que ça continue. Puis vous savez, Montréal, c'est une ville en constante réparation. Et ce projet-là nous a amené à se dire, ben OK, on faisait des grosses installations, ça prend énormément d'énergie, mais comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre des gens? Et c'est là qu'on a développé la station mobile. Et alors, c'était un projet en parallèle aux grandes installations. Et alors, on a fait tout un travail d'idéation de qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. On a fait de la visualisation 3D avec Kevin Painvidier, qui est un associé depuis longtemps. Mais on s'est basé beaucoup sur ce groupe qui s'appelle Déménagement Miette, qui n'existe plus, malheureusement, qui avec ses remorques à vélo. Alors là, on a encore un élément en commun, mais voir ces gens extrêmement forts se promener dans la ville avec tous ces éléments qui appartiennent à quelqu'un qui s'en va dans un autre lieu, bien, ça nous a inspirés. Et on s'est dit, bien, on peut faire quelque chose, nous aussi, on peut aller sur la route, on peut aller rencontrer les gens. Et alors, on a élaboré cette première version, puis je dois vous dire, tout ce projet-là, c'est un work in progress qui continue encore aujourd'hui. Au début, on amenait une version de Orée des Bois, donc cette installation au quartier, au Cœur des Sciences, en mobilité. Mais je dois vous dire, c'était pas peut-être la meilleure idée. Parce que on essayait de faire une version miniature d'une grande installation. Et puis, veut pas, le fait d'être en mobilité, être en mouvement, être dans la ville, ben on a cherché, vous voyez un peu à quoi ça ressemble au fil du temps. On avait besoin d'une source énergétique. C'était quand même intéressant de naviguer sur ces terrains-là. On a créé toute cette structure pour pouvoir accrocher. Donc, on reprend le langage visuel du tuyau modulaire. On a fait plein d'adaptations et Antoine, il peut en parler parce que c'est Antoine qui est ici présent qui a été un collaborateur principal dans tout ce projet. Et alors, à chaque année, vous savez aussi, on est lié aux saisons. Alors, on arrivait à faire quelque chose, puis c'était octobre, puis novembre, puis là, on ne pouvait plus rien faire dehors. Et alors, il y a eu des laps de temps extrêmement trop longs, en quelque part, mais liés à la température et à la météo. Mais on a quand même fait beaucoup de sorties avec des équipes de cyclistes. On a fait ça dans toutes sortes de situations, mais je dois dire qu'on est arrivé à une dernière version cet été, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à intégrer des activités beaucoup plus souples, donc pas la reproduction d'une œuvre en mobilité, mais bien de saisir l'enjeu principal de la mobilité, donc faire un circuit, sortir dehors, être ensemble, mais faire des invitations aussi, donc Alexandre Castonguay avec son magnifique projet de petit Agitpov, petit objet vélo. Alors je pense que c'est le devenir de ce projet-là, c'est de continuer à faire des activités en mobilité, mais avec surtout l'idée de se retrouver ensemble et de voir qu'est-ce que ce mouvement dans ce lieu-là, avec ces gens-là, qu'est-ce que ça occasionne comme fréquence différentielle avec le lieu. Alors, on a vraiment expérimenté beaucoup de choses. Et l'autre chose qui a été très difficile a été la sécurité routière avec Montréal, avec la quantité de nids de poules. Et en fait, il y a des fois, on pouvait même pas sortir. Alors, c'était vraiment extrêmement difficile parfois. On travaillait aussi avec un kit météo artisanal. On captait la météo à chaque fois. Qu'est-ce que je vais dire de plus?
Oui, ben, je pense que si on revient à cette question de sensibilité, moi, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça parce que le projet de la chaire, l'idée, c'était d'être dans l'espace public, mais qu'est-ce que c'est que l'espace public? Je veux dire, moi, je pense que j'avais une notion très naïve là, de ça. Je veux dire, c'est comme « you'll build it and they will come », là, c'est comme, non. Les gens, on a appris à les interpeller, à les inviter, on a fait aussi beaucoup d'entretiens semi-dirigés avec les gens, savoir à quoi les gens pensent, c'est pas juste sortir une pièce, la mettre au dehors puis dire salut, c'est qu'est-ce que ça produit en étant ensemble dans ce moment-là. Et je vois maintenant que la chaire, on a fini nos 4 grandes installations, mais c'est la station mobile qui va me porter pour très longtemps, mais évidemment aussi le travail avec les arbres. Parce que l'arbre, qui est considéré beaucoup comme un élément du décor, en arrière-plan, mais en fait, l'arbre est central à notre manière de vivre. Et c'est ça que j'ai envie de mettre de l'avant pour l'avenir. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a fini? Oui. Oui. Moi, j'avais une question quand même. Là, c'était quoi « collective » ? Le collective, c'est un mot assez étrange. On pense qu'il y a une typo, là, une coquille dedans, puis je vais revenir dessus. Collective, où est-ce qu'on l'a mis? C'est l'autre. Ben, à la base, je suis philosophe, puis je prends de ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont dit par rapport au travail du philosophe, c'est d'inventer des concepts. Alors, collective, c'est une tentative d'inventer quelque chose, mais pour moi, d'éviter qu'on pense la collectivité, puis j'ai travaillé dans ma thèse doctorale, ça fait 10 ans maintenant, sur la collectivité dans les milieux artistiques, mais pas sur le collectif artistique, mais la collectivité. Comment la collectivité se développe, pas juste entre humains, mais à travers toute une écologie. Alors ça amène toutes les forces qu'on a traversées dans nos expositions ici un peu, puis pour moi, la collectivité, c'est quelque chose qu'il faut faire et refaire toujours. Puis, c'est pas un groupe avec une certaine identité collective, parce que c'est dans la sociologie aussi un grand concept, l'identité collective. Non, c'est quelque chose qui se bouleverse en dessous de la conscience, mais en reconnaissance sensible. Puis, pour moi, c'était toujours avec le pratique éthico-esthétique, la question comment on peut rendre les choses en relation, en résonance, sans l'enfermer dans une idéologie, mais aussi pour éviter que c'est n'importe quoi, une relativité totale. Alors, l'idée d'activation, puis d'agir, tout qui se rassemble en dedans, c'est quelque chose que je trouve très, très important, parce que ça veut dire c'est pas n'importe quoi, mais aussi c'est pas un enfermement trop raide pour prendre en conscience que les choses se changent toujours. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aussi de temps en temps pour rester ferme. Ça veut dire pas juste go with the flow. C'est pas la flexibilité néolibérale qui je parle. Total, oui. Ouais, c'est un peu ça. Merci. Ben, je pense qu'on est... Mais j'ai aussi une question pour toi. Okay. Oui. Parce que quand tu parlais de vélo, je me demandais, est-ce qu'on peut commencer de penser le vélo comme une infrastructure médiatique en soi? Alors, c'est pas juste un moyen de transport ou de déplacement, mais j'ai pensé comment le vélo, c'est une infrastructure mouvante. Puis, comment il devient peut-être médium en soi? Ben, c'est sûr que le vélo c'est un mode, ça peut être un mode de vie. Hein? C'est ce que je trouve bien avec... pourquoi ça... On a perdu notre signal. Oui, on a perdu le signal, mais je pense que ça va quand même. Ça va revenir peut-être? Bon. Le vélo est un actant. Parce que, longue histoire, hein, nécessairement, c'est les humains qui ont inventé la roue. Il faut réfléchir à ça dans son histoire très, très longue, encore une fois. Et puis, qu'est-ce que ça permet? C'est d'aller sur toutes sortes de terrains
et dans une approche, je dirais, un mix d'aventure, mais en même temps aussi de besoin, de déplacement. Moi, je trouve que le vélo, c'est je pense que l'approche qu'on a du vélo est venue beaucoup de Stéphane Claude, qui est mon collaborateur de longue date dans AE Lab, sa passion du vélo. Je dirais qu'on a redécouvert le vélo, c'est probablement 2010 peut-être, qu'on est revenu, il y avait toute une tendance à une certaine époque là, de faire son vélo, puis de faire son propre frame, puis de mettre les composantes ensemble, puis prendre des vélos... des vélos des années 70 et les mettre à jour avec les connaissances d'aujourd'hui. Et alors, beaucoup de l'aspect mobilité vélo vient de Stéphane, mais c'est aussi, je pense, vraiment cette manière d'être dans le monde, donc d'être dans les éléments, d'être dehors. Moi, j'ai découvert avec le vélo que j'aimais aller vite, par exemple, mais que je savais pas ça. Je savais pas avant. J'avais pendant longtemps un genre de CCM, une vitesse très, très stable que j'ai encore. C'est mon vélo d'hiver. Mais j'ai compris que c'est quoi cette force qui est le corps et le vélo ensemble dans des environnements. Alors, les environnements, c'est un mot qui est un peu trompeur parce que l'environnement, c'est comme si c'était juste qu'est-ce qui environne, mais c'est qu'est-ce qui implique notre action dans le monde et comment on est avec. Et alors, le vélo, il faut rester très, très, habile, il faut être furtif, mais c'est ça, pour moi, le vélo est... Pour moi, c'est signe. J'aime pas du tout parler de ça, transition écologique, tout ça, parce que la transition, elle est constante. Il n'y a pas une transition qui va arriver parce que tout le monde va prendre le vélo, ou certainement pas des vélos électriques. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être juste un petit corps sur un vélo puis de circuler? Bien, il y a énormément de précarité qui vient avec ça aussi. Alors, je trouve que c'est important de rester près de ça. Oui, floor is open. On vous écoute. Mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je vais vous partager qu'il y a aussi des publications de la chaire qui sont là, qui sont à donner si ça vous tente d'en prendre. Il y a plein de belles choses là, qui s'en viennent. D'autres activités qui vont être peut-être de plus petite ampleur, mais tout aussi importantes, comme on appelle les gestes mineurs. Et je crois que c'est aussi une force pour la recherche-création, parce qu'on a tendance d'être dans du déploiement qui est exigé face aux structures, les bailleurs de fonds, etc. Mais une chose que j'ai oublié de dire, c'est dans toutes les circonstances, on a fait des entretiens semi-dirigés avec les gens. Et c'est aussi un projet que je vais porter pendant de nombreuses années encore, de faire l'analyse de ce que les gens ont dit. Les gens sont dans vraiment, je pense en tant qu'artiste, peut-être qu'on est dans une importation de ce qui vient du milieu ethnographique, mais je considère que c'est une grande richesse de vraiment parler avec les gens qui ont fait nos projets et pas juste laisser l'œuvre faire tout le travail. Je dois dire que ça a été ma tendance pendant de nombreuses années. On fait le travail, on le met au dehors. On veut que l'œuvre fasse le travail par soi-même. Mais le fait de rester autour, de discuter, d'amener d'autres points de discussion, de sonder les gens, ben, je dois dire que c'est extrêmement enrichissant, puis je vais poursuivre ça à l'avenir. Désolé de revenir à la charge. il y avait un trou. Il y avait deux questions que vous avez presque annoncées, mais que vous n'avez pas continué. Tu parlais de décoloniser la recherche-création. J'aimerais savoir comment elle a été colonisée, comment le concept de colonisation est opérant dans la recherche-création, s'il faut la décoloniser. Et aussi, il y a un mot qui flotte depuis le début, puis je ne l'ai pas entendu, en tout cas, peut-être vous l'avez dit, mais ça m'a échappé, le mot système, les systèmes d'art plutôt que les objets d'art. Est-ce que vous considérez que vous faites des systèmes d'art plutôt que les objets d'art? Merci, c'est super. Oui, décoloniser la recherche-création, je savais que ça va allumer quelque chose. Non, mais c'est ça. Non, bon.
Puis moi, comme étranger, avec une certaine lisibilité d'apparence, peut-être c'est pas moi qui dois faire ce job-là, mais je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire parce que la recherche-création se permet, comme je dis, pour moi, c'est une possibilité d'intervenir dans les institutions. Parce que pour moi, surtout dans le milieu montréalais, que j'ai fait partie, ça fait presque 2 décades maintenant, la recherche-création a pris quand même des enjeux médiatiques, numériques, qui sont particuliers d'ici, mais aussi toujours à travers des différentes cultures linguistiques. Mais aussi, c'était toujours convaincu plus que les artistes font maintenant aussi la recherche, comme c'était conceptualisé au début, qu'on a eu déjà dans une conversation privée par les grands fonds de recherche. Puis ça, c'est une logique qui est bien implantée dans une compréhension de l'université, du savoir, du connaissance, qui a quand même une histoire occidentale. Puis il y a des logiques de penser, c'est quoi un fait, c'est quoi la vérification, c'est quoi la bonne recherche, c'est quoi les bons critères. Toutes ces questions qui arrivent avec ça, qui sont certainement des catégories plus ou moins de sciences sociales et sciences humaines qui sont appliquées aux arts. Puis ça, c'est un fait qui est problématique, je dirais. Mais deuxièmement, c'est toujours dans une pensée de qu'est-ce qui est la bonne recherche qui est basée sur certaines conceptions assumées, c'est quoi le savoir. Puis là, ça commence pour moi d'ouvrir une porte, repenser la recherche-création en relation avec des autres pratiques de savoir, de sentir, d'activer le sens qui, l'art a déjà fait un chemin. La philo post-structuraliste a déjà fait un chemin en dedans. Alors, il y a toujours, même dans le contexte occidental, il y a des brèches qui sont battues, mais je crois avec le discours de la décolonisation, on peut chercher des enjeux un peu plus larges, puis donner aussi l'espace à l'autre monde d'intervenir, puis de contribuer à cette intervention institutionnelle qui je trouve extrêmement pertinente, que la recherche-création peut être. Il y a des autres mondes qui pensent la recherche-création d'une manière vraiment plus institutionnalisée, puis c'est juste la partie qui m'intéresse un peu moins. Alors, comme ça, je le vois. La deuxième question était quoi? Par rapport à l'élection du système d'art plutôt qu'objet d'art. Ouais. Mais peut-être je vais juste renchérir sur la question de décolonialité. Quand j'essaie de l'élaborer, ce concept qui s'appelle écotechnologie de pratique avec la chaire, c'est quelque chose qui est c'est assez abstrait d'une certaine façon, mais en même temps, c'est de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Alors, pour moi, technologie a toujours été pensée dans une logique de domination et de contrôle. En fait, c'est une façon d'y penser. Mais quand on ajoute le mot « éco » devant, c'est sûr que les écotechnologies existent. On pourrait dire les panneaux solaires, c'est le vélo, c'est des écotechnologies. Mais on ajoute éco parce que éco parle d'une dynamique. Donc moi, je ne parlerai pas en termes de système parce que système a, disons, des inputs puis des outputs pré-organisés. Mais quand on parle en termes justement d'écologie ou d'écotechnologie, c'est que pour moi, l'arbre est une technologie. La pensée, ça serait une manière de défaire justement cette pensée occidentale que la technologie, autant qu'elle peut être au service de l'humain, mais ça peut être pour le pire aussi, hein, on le sait. Mais si on pense à l'arbre comme une technologie, si on pense aux traditions autochtones comme des technologies, bien là, tout d'un coup, écotechnologie devient quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est pas un rapport de domination, mais bien sûr un rapport entre dynamiques. Puis ça veut pas dire que c'est harmonieux. Ça veut dire qu'on est dans l'expérimentation. Et c'est pour ça que j'ai ajouté de pratique, parce que la pratique, c'est la chose en train de se faire, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la théorie qui préexiste, c'est qu'on saisit de quoi il s'agit parce qu'on est en action avec. Donc, j'avais
mis ce terme-là sur ma charge, en fait, au début, je n'avais aucunement idée qu'est-ce que c'était. J'appelais ça un équipement théorique et pratique, mais vraiment, c'était une intuition. Mais maintenant que j'ai passé tout ce temps avec les arbres, c'est incroyable ce que font les arbres. Et puis, n'est-ce pas un orgueil humain de penser qu'on est les seuls à pouvoir résoudre les problèmes? Je veux dire, techné, dans son sens, son étymologie, c'est la résolution de problèmes. Mais l'arbre résout des problèmes depuis des millions d'années. Puis, est-ce qu'on ne devrait pas prendre un peu de temps là, pour regarder ça aussi? Alors, pour moi, ça se situe à ce niveau-là, je crois. Je suis 100% d'accord. OK, bien, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'avais juste une question, parce que j'avais vu aussi dans la présentation, peut-être que j'ai raté l'information, mais quand tu parlais de texturer, espace texturé, etc., il y a texturé accent aigu comme adjectif, mais il y a texturé ER, puis je ne sais pas si tu as nommé justement la relation au texturé comme verbe dans la pratique. Oui, comme verbe. Oui, parce que on voulait toujours penser la texture en double sens, comme l'espace. Quand on rentre dans un espace, il a déjà une texture. Puis on rentre dans les espaces texturés. Il y a toujours un relief d'un certain sens. Mais en rentrant, on est en train d'ajouter quelque chose. Alors on est aussi contributeur, participant dans ce processus de texturer. Alors c'est pour éviter que ça devient peut-être de mon background au bac de anthropologie sociale, qu'une des premières choses qu'on apprend si on va au champ comme chercheur, on ne peut pas externaliser du champ, on change toujours le champ avec notre présence. Alors on contribue à la texture d'un espace ou d'un espace-temps. Puis c'est ça le double sens de texturer et texturer. Oui. Il y a aussi un aspect quand même sensoriel. Je trouve qu'avec texture, ça se passe autrement que juste visuel et sonore, disons. C'est les affects qui viennent toucher autrement les corps aussi. Oui, puis c'est chouette que tu dis, parce que les deux images en diagonale, à gauche et à droite, c'était une équipe de 3 étudiants qui étaient fortement dans production sonore et pratique sonore. Alors, ils ont enregistré beaucoup de sonification qui se passait autour du lab. Puis ils ont utilisé le lab aussi comme micro-scène pour performer avec ça. Puis des autres... Dans le livre, il y a une série de photographies. Alors ça, c'est Marius, un des étudiants qui est aussi photographe, qui a capturé un peu plus les textures visuelles du passage à Hong Kong. Puis pour moi, je lutte en moi, c'est un aspect que je voulais toujours discuter, de ne pas exotiser cette expérience collective, mais de aussi reconnaître qu'on était étrangers, on était pas mal fortunés d'y aller. Est-ce que le livre est maintenant une extraction de ces expériences? Est-ce que je fais des contes et des récits avec ça qui décontextualisent qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme chercheurs, avec ces expériences? Puis comment on devient quand même des profiteurs, d'un certain sens, de ces expériences? C'est quelque chose qui me occupe beaucoup. Ouais. Merci. J'avais une question par rapport aux actions que le Chaos Computer Club avait fait à Hambourg pour le G20. Je pense que ça pourrait être riche d'enseignements sur nous qui peut-être tentons d'échapper à grosse révolution des broligarques. En tout cas, peut-être que ça va déboucher vers un appel à la collaction. Donc, c'est un groupe de hackers, programmeurs de Berlin, le Chaos Computer Club, qui existe depuis maintenant, ça doit faire 45 ans. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme action pour aider à l'organisation des contre-pouvoirs pendant le G20? C'était monétaire. Pour un parti, ils ont contribué 10 000. Alors, tout le Alternative Media Center qui
était capable d'accueillir 400 journalistes ou travailleurs culturels, sociaux. Ça coûtait 40 000. Puis de faire ça à travers des infrastructures activistes, militantes, Hambourg est quand même un lieu particulier parce que il y a des institutions ou des lieux qui existent depuis 50 ans. Alors, il y a un militantisme bien établi. Puis le Chaos Computer Club, ils ont contribué pour une partie l'argent, le know-how, puis du stock technologique, des matériels technologiques, l'infrastructure. Alors, c'était une infrastructure matérielle, technologique qui était nécessaire pour faciliter une infrastructure sensible dans le processus de médiation et production. Puis une partie qui était très importante, qui n'en parle pas beaucoup, mais qui était là, des bases de données pour tout le monde qui a déposé. On a eu un kiosque pour déposer tes données de photos, n'importe quoi, qu'est-ce que tu as enregistré sur la rue. Alors, on a eu une infrastructure sécuritaire sur le serveur, inaccessible. Est-ce qu'on est en train d'écrire un réseau vraiment social? Je suis en train de faire une ellipse en retournant vers la question de Jean sur la révolution actuelle qui est celle des broligarques. Puis on se rend compte, nous, comme travailleurs, consommateurs, que l'extractivisme d'aujourd'hui, ça passe par nos données et qu'on est prisonnier de ces réseaux. Depuis la dernière fois qu'on a eu le programme ici, il y a eu cette mini prise de conscience de comment est-ce qu'on devrait faire, comment est-ce qu'on devrait, c'est l'appel à la collaction, à se comporter sur ces réseaux. Alors c'est un bel exemple. Ce qui nous était proposé par ce groupe de hackers, ou ce qui vous était proposé, c'est de concevoir le réseau autrement et de prendre action. Oui. Mais c'est toujours basé sur puis tu fais partie, toi aussi, d'une logique de FLOSS, de free, libre, open source. Oui, merci. En français, je ne connais pas. Puis, mais aussi, ça ne serait pas possible sans une socialité, un réseau social qui existait déjà. Puis, mais c'était quand même perméable. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'était une confluence de différents groupes qui se connaissaient, qui ont mis le faire. Il y avait comme, par exemple, le Mecklenburger. C'est une soup kitchen qui sont arrivés pour cuisiner pour tout le monde. Puis, alors, il avait tout, aussi pas juste des infrastructures numériques en place, mais des infrastructures de vivants, des corps sur place, d'amitié, mais aussi des conflits et tout ça. Alors, ça, c'est vraiment une structure sociale qui se passe encore hors des médias sociaux, mais on a fait une proposition de faire une énonciation d'un réseau alternatif dans le contexte numérique aussi. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on est à la... Oh, oui. Dernière question. Oui. Oui, pardon. Je me demandais juste... Enfin, je m'interrogeais sur le titre de la conférence qui s'appelait « Une pensée, une pratique écologique au pluriel ». Je me suis demandé quel était le choix d'avoir mis un S à écologique et pas aux pratiques ni à la pensée. Ça va ensemble, c'est-à-dire une conjugaison, le pluriel et la pensée et la pratique ensemble. Alors, ça va, c'est-à-dire que la pensée est une pratique et la pratique est une pensée. Mais je pense que encore dans le sens écologique, c'est sûr qu'on a importé des choses qui viennent de d'autres domaines dans ce choix de vocabulaire. Et fondamentalement, si on se réfère à qu'est-ce que ça produit, c'est que ce sont des éléments qui sont en tension, non résolus, et en fait, on s'intéresse à ça. C'est la vraie, je pense, comment on s'en sert là, du mot écologie. Mais c'est vrai que ça pourrait être pensée S, pratique S, écologique S. Peut-être c'est encore plus fort comme ça. Mais c'est comme une approche métonymique où ça englobe aussi. Ouais. Merci.